Bonjour, vous assistez aux rencontres éditeurs du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes confinés, l'édition 2020 a donc lieu en version digitale. Dans quelques instants, je vais échanger avec Caroline Drouot et Ilona Meyer, fondatrices de la maison d'édition Les Éléphants. Les Éléphants, c'est une maison d'édition jeunesse née en avril 2015. Elle propose des livres qui allient forme esthétique et propos de fond en s'adressant aux enfants de tous les âges. Les éléphants, portés par deux mamans respectives, accompagnent toutes les étapes de la construction de l'imaginaire des petits. Drôle parfois, souvent touchant, toujours juste, les livres des éléphants parlent à tous les enfants, y compris ceux qui sommeillent en nous, et ainsi sans doute à tous les parents. Caroline, Ilona, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est née la maison? Pourquoi ce nom? En fait, sa naissance, ce qui vous a amené à créer les éléphants. Moi, j'ai créé la maison, j'ai déposé les statuts de la maison en 2012. J'avais travaillé dans l'édition longtemps et j'avais envie d'être à la tête de ma propre structure et de faire mes propres choix éditoriaux. Il se trouve, pour la petite histoire, que le jour où j'ai déposé les statuts de la maison d'édition et qu'ils ont été approuvés, j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Donc, l'aventure a été mise sur pause assez rapidement et a repris en mai 2014, après que Caroline, que je connaissais par ailleurs, et elle vous racontera peut-être un peu ça, et moi ayant repris contact et que je lui ai proposé de rejoindre l'équipe. Et je vais peut-être laisser Caroline parler un peu de cette rencontre-là. Oui, en fait, on s'est connus en fait, par l'intermédiaire d'une précédente structure. Moi, je travaillais dans une petite structure qui s'appelait Syros. Ilona travaillait à ce moment-là pour Nathan. Et en fait, nos deux maisons étaient dans le même groupe. Donc, on s'est croisés à plusieurs reprises à la cantine, à la machine à café. On a sympathisé. Et puis, on s'est perdu de vue. Jusqu'à ce que, à ce moment-là, moi, je travaillais au Seuil Jeunesse. J'avais envie de revenir vers une petite structure avec une maison d'édition avec un catalogue fort et l'envie de le défendre avec une ligne éditoriale très, voilà, qui me fasse vibrer et dont je porte les projets. Ce qui est moins évident quand on est dans une grosse structure avec un immense catalogue qui a eu 1000 vies avant la nôtre. Et donc, on a été remises en contact l'une et l'autre grâce à une amie commune et qui m'a dit Ilona souhaite monter sa maison d'édition jeunesse. Moi, je souhaitais également de mon côté développer un catalogue. Donc, on s'est rencontrés toutes les deux. On a parlé de nos envies et en fait, nos envies se sont très vite rejointes. Voilà. Ilona avait le projet. Donc... Je suis plutôt prudente. On a pris un café et à la fin de ce café, je lui ai dit j'aimerais bien que ça soit toi. Donc, c'était vraiment, voilà, nos envies étaient vraiment les mêmes. Voilà. Ça, c'est quand même super. Et puis, c'est vrai que par ailleurs, moi, je savais, bon, pas de nos rencontres à la machine à café parce qu'on ne se rend pas compte dans ces moments-là, mais que Caroline était super professionnelle, donc j'étais tout à fait rassurée. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'entre cette rencontre à la machine à café et le début des éléphants, il s'est quand même passé une bonne dizaine d'années. Donc, on était encore des toutes jeunes filles quand on s'est connues, mais après, voilà, quand on a monté la maison d'édition des éléphants, voilà, on avait toutes les deux un beau parcours derrière nous. Et l'envie, c'était le bon moment, en fait, pour démarrer vraiment cette nouvelle aventure et monter notre propre boîte. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait aussi autour de... Donc, quand on s'est rencontrés, j'ai demandé à Ilona, mais alors, tu as déjà déposé tes statuts. Donc, ta maison, elle a déjà un nom. Elle m'a dit, oui, ce sera les éditions des éléphants. Et tout de suite, moi, ça m'a immédiatement parlé. Je trouvais que c'était un très beau nom qui est à la fois très simple, mais porteur de beaucoup de force et d'imaginaire. Donc, Ilona, toi, tu avais choisi ce nom parce que l'éléphant était très présent en littérature de jeunesse et qu'il véhiculait beaucoup de qualités positives. Quand on a creusé justement pour développer le catalogue, on s'est appuyé justement sur ces valeurs très fortes que sont la force de l'éléphant qu'on a voulu retrouver dans chacun de nos livres, dans chacun de nos textes, l'intelligence de l'éléphant, c'est-à-dire de jamais céder à la facilité dans ce que l'on souhaite proposer comme histoire aux enfants, toujours
rester dans un niveau d'exigence et de parler vraiment à l'intelligence des enfants. Également, l'éléphant est un animal social qui vit en groupe. C'est une matriarchie, donc ça nous a été aussi, ça nous a beaucoup parlé également. C'est un animal, voilà, qui a un animal altruiste, qui a le sens de l'autre. Et ça, c'est présent dans vraiment l'ensemble de notre catalogue, cette sensibilité à autrui, cette ouverture aux autres et au monde. Voilà. Et c'est aussi un animal gracieux. On parle toujours d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais justement, il va beaucoup moins casser de choses que nos chers petits-enfants. Ou moi. Parce que, voilà, on a découvert à quel point cet animal avait, malgré son imposante taille, une grande souplesse, une grande finesse, un grand doigté. Donc, cette grâce qu'on retrouve chez l'éléphant, on a tenté aussi de la retrouver dans nos livres à travers les illustrations gracieuses et toutes très sensibles, en fait. Voilà. On s'est appuyé aussi dans notre catalogue à développer une sensibilité sur laquelle on s'est rejointes toutes les deux, à travers des traitements qui sont très souvent des traitements traditionnels à base de peinture, de gravure, de collage, de découpage. Voilà, on est dans des traitements qui reviennent en fait à la matière et voilà, au concret. Oui, c'est vraiment à la fois votre blason, votre signature, votre animal totem, l'éléphant, dont débouche tout votre positionnement. Voilà. Oui. Et le propos, justement, Caroline, vous parliez du côté visuel de vos livres, qui est donc très important, en particulier pour une maison jeunesse. Justement, comment est-ce que quand on crée une maison d'édition jeunesse, a fortiori à deux, on définit le propos, cette fameuse ligne éditoriale si importante, d'une maison d'édition à la fois jeunesse, mais qui ne veut pas faire du plan-plan, qui cherche à vraiment apporter quelque chose? Alors, bon, c'est là où Caroline, aussi l'aide de Caroline est extrêmement précieuse. Bon, elle est au quotidien, mais là, ce soir-là, particulièrement. Quand on a commencé à mettre Caroline, elle m'a dit il faut quand même qu'on verbalise cette ligne. Donc, c'est là, effectivement, où on a repris les 4 qualités d'éléphant pour essayer de créer une unité dans ce qu'on faisait et dans la façon dont on se présentait. Mais au-delà de ça, dans notre fonctionnement au quotidien, comme nous sommes 2 et puis plein de personnes qui nous aident, que ce soit nos attachés de presse ou personnes extérieures, on a cédé un droit de veto. Donc, quand on reçoit un projet, il faut qu'il nous plaise à toutes les deux. Donc déjà, ça, c'est quand même si on se rejoint dans nos bouts, ça permet quand même de simplifier notre sélection. Et après, il faut que ça rejoigne notre ligne. Si ça ne rejoint pas notre ligne, ça ne rentrera pas dans le catalogue. Il y a des projets qui nous plaisent énormément, qu'on achètera sans doute le jour où ils existeront pour nos enfants ou pour nous-mêmes, mais qui ne sont pas des projets éléphants. Plus que la question de plan-plan ou pas plan-plan, c'est-à-dire qu'il faut que les projets qu'on édite nous touchent, déjà, humainement, en tant qu'être humain. Caroline définit souvent notre ligne comme une ligne humaniste, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'humain, qu'il soit en forme humaine ou le personnage du livre en forme animale, est au cœur de ce qu'on véhicule et les émotions aussi. Donc un livre qui nous laisse indifférents ne sera pas un livre pour nous. Oui, en fait, c'est ça. Hein, c'est que ça doit nous parler à nous et surtout qu'on ne tombe pas vraiment dans l'anecdotique. Que chaque choix que l'on fait, qu'on se dise, est-ce que vraiment ce titre-là est indispensable ou non? Parce que c'est vrai que parfois, on reçoit des projets qui sont bien écrits, qui sont sympathiques, qu'on lirait volontiers à nos enfants, mais dans une petite structure comme la nôtre, où on ne publie qu'une quinzaine de titres chaque année, on se doit d'être extrêmement exigeante pour vraiment que le titre que l'on va choisir nous semble vraiment indispensable. De façon à ce qu'on ait envie en fait de le défendre sur la durée, parce que notre maison, elle est amenée à avoir la longévité de l'éléphant, n'est-ce pas? Donc une longue vie, et que notre souhait, c'est justement de suivre chacun de ces livres, qu'ils puissent tous rester au catalogue et qu'ils ne répondent pas à un effet de mode, mais qu'ils soient justement
lu et qui fasse du sens dans le temps. Oui, une idée donc de pérennité et effectivement de sens, pas juste d'apporter des jolis livres. Voilà. Non, bon, tout le monde le dit énormément en ce moment, mais il y a beaucoup de livres sur le marché. Donc, faire un livre de plus pour faire un livre de plus, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut que un de nos livres soit éléphantesque, c'est-à-dire qu'il appartienne à notre ligne et qu'il soit cohérent, et deux, qu'ils aient une pertinence à exister tout simplement. Et vous disiez d'ailleurs qu'il faudrait qu'il y avait des livres que vous auriez envie de lire à vos enfants, même si jamais vous n'allez pas nécessairement les éditer. Est-ce que vous pensez à l'intérêt des parents aussi quand vous concevez un livre? Est-ce que ça rentre dans par exemple, votre choix des illustrations, des techniques, ce côté très artistique? Alors, oui et non. On fait un livre pour les enfants. Par contre, dans certains choix, pour aborder certains sujets, effectivement, on pense est-ce que c'est pertinent tout court pour la société ou en ce moment. Typiquement, la genèse du livre Cité Babel, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un livre qui présente les 3 grandes religions monothéistes, ainsi que une personne qui est athée. Donc, sur ce livre-là, quand on a une commande, c'est un livre dont on a demandé à l'auteur de nous écrire le texte, à lui de faire les illustrations, mais on avait déjà une idée de sa forme et de son contenu quand on en a passé commande. Ce livre-là, c'était à l'issue d'une conversation entre Caroline et moi, on se disait quand même, on passe notre temps à nous expliquer que les religions divisent, il y a aussi des choses qu'elles ont en commun, et au lieu de les agiter comme des trucs horribles, on pourrait peut-être juste en parler pour que ça soit moins angoissant et que l'inconnu étant angoissant, il était question d'inviter les gens à l'intérieur des différentes familles pour qu'elles puissent vivre le quotidien d'une famille dans sa religion. Typiquement, voilà, ce livre-là, on ne s'est pas dit, tiens, ce serait bien pour les parents ou ce serait bien pour les enfants. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, le sujet est traité de cette façon-là. On trouve ça dommage, ce serait bien d'apporter une voix en plus. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce livre-là. C'est plus dans cette optique-là qu'on réfléchit que dans une dualité parent. Voilà. Oui, c'est plus une vision globale, pas juste là les parents ceci, les enfants cela. C'est vraiment le projet, puis ensuite il trouve son. Oui, c'est ça. C'est que également nous, en tant qu'éditrice, on est aussi parents, on a des enfants, donc je pense que quelque part tout ça se rejoint. C'est-à-dire que le projet, s'il nous touche nous, on se dit que nous, il va toucher d'autres parents comme nous. Il touche aussi l'âme d'enfant qui est en nous, et il va toucher les lecteurs, nous l'espérons, les jeunes lecteurs à qui nous l'adressons. En fait, nous on se dit, si ce livre est bon, il le sera pour tout le monde. Voilà. Oui, voilà. C'est dans ce sens. Et en plus, globalement, je pense que pour revenir aussi au fait qu'il y a beaucoup de livres, il y a aussi des livres, chacun a ses goûts. Donc, tout comme nous, adultes, on ne lit pas forcément les mêmes livres. On ne peut pas savoir que tous les parents ou tous les enfants aimeront. Par contre, on est sûr que quelque part, il y a un enfant qui appréciera ce livre-là. Bon, l'idéal pour nous, économiquement, c'est qu'il y en ait quand même plus qu'un. Mais voilà, c'est pas forcément... Si on essaie de faire un livre qui plaît à tout le monde, je pense pas que ce soit la recette de réussite. Par contre, il faut certainement, si on a déjà, nous deux, on est touchés par son propos, et par son esthétique et sa façon de s'exprimer, déjà on a un bon début. Et on peut se dire qu'il y a d'autres personnes qui le seront aussi. Alors là, justement, vous m'amenez à une question qui m'a toujours intriguée en tant que lectrice de livres pour enfants. C'est vrai que petite, j'en lisais, mes parents m'en lisaient et j'en lis encore quand ils m'en passent entre les mains avec plaisir. Comment est-ce qu'on conçoit un livre pour enfants? Est-ce qu'on vous envoie les projets et vous validez ou non le contenu, le propos, etc. Ou est-ce que parfois vous associez un illustrateur à un auteur et vous choisissez donc le type de message un petit peu à délivrer, la manière dont ça va être illustré? Comment est-ce qu'on le conçoit? En fait, on a vraiment tout type plein de sortes, de cas de figure différents. Dans le cas, par exemple, de Mère Angélie, dans le cas de L'ours et le canard, par exemple,
L'artiste May Angéli, qui est une grande professionnelle de la gravure sur bois, nous apporte à chacun de ses projets un texte et dont elle réalise ensuite l'illustration en gravure sur bois. Donc là, c'est un tout en un, en quelque sorte. C'est le cas également des autrices comme Anne Brouillard ou Anaïs Lambert au sein de notre catalogue. Dans d'autres cas, comme c'est le cas pour Furio, par exemple, de Gilles Baume, ouais. Il nous a envoyé le texte et c'est à la lecture de ce texte-là que l'on a ensuite choisi l'illustratrice Chiara Armelini. Donc là, on a associé un jeune talent de l'illustration à son texte. Et dans d'autres cas, comme Ilona parlait tout à l'heure de Cité Babel, Cité Babel, pour le coup, c'est un travail de commande. Donc, le projet éditorial a été défini en interne par Ilona et moi. On a travaillé sur le concept, sur la fabrication du projet. Et ensuite, on a fait appel à une autrice de documentaire pour travailler selon notre concept à cet immeuble avec différentes familles de religions différentes. Voilà, donc ça, c'est les 3 grands cas de figure. Après, il y a également la traduction dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Donc, les achats de droits. Et donc là, le livre existe dans un pays étranger, dans une langue étrangère. Donc, on s'occupe ensuite de faire la traduction, de faire notre maquette et ensuite le publier en français. Je peux parler juste de ce cas aussi particulier que je t'aimerais toujours. Qui pour les tout petits, d'ailleurs, pour les vraiment tout petits. Tout petit, et pas que pour les tout petits. En fait, il nous touche beaucoup, et je pense qu'il touche toutes les générations. Il est vraiment sur la filiation, sur la transmission, donc il est dans l'idée de toucher autant un grand-parent qu'un enfant. Ce titre-là, en fait, est un énorme best-seller aux États-Unis, au Canada depuis les années 80. En tout cas, le texte. Le texte est donc dans son format d'origine avec une autre illustration. Il n'avait jamais été publié en français. Et on vient juste en France. Et on vient juste de le publier avec une nouvelle illustration de Camille Jourdi. Et donc là, c'est encore un cas particulier, c'est-à-dire que nous avons acheté les droits du texte à l'éditeur américain, dont on a fait la traduction et ensuite on a réillustré dans une illustration qui correspond davantage au marché français et à notre sensibilité française. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai dit tout petit parce que en feuilletant votre catalogue, j'ai vu que vous aviez donc des créneaux d'âge. J'imagine que ça doit être assez difficile à scinder aussi, mais que vous vous adressez aussi bien aux tout petits que 3-4 ans, 7-10 ans, et ensuite sans limite d'âge quelque part. Oui, exactement. Je pense à dire de 2 à 18 ans, mais effectivement, on peut se dire que les livres qui plaisent aux 18 ans plairont aux 19 ans et que tous nos livres, effectivement, sont faits pour plaire à tout le monde. Mais à part, on s'adresse à tout petit ou tout grand. On n'a pas de limite, voilà, de limite d'âge. C'est exactement ça. Oui, il y a simplement des messages qui sont peut-être plus faciles à comprendre à 7 ou 8 ans qu'à 2 ans, etc. Exactement. Et ce qui fait effectivement qu'on conseille un livre pour un âge particulier, c'est plus la façon dont c'est abordé et éventuellement le sujet plus ou moins délicat selon qu'on est prêt à en entendre parler ou pas. Voilà. Surtout pour nos livres plus historiques qui abordent des sujets parfois plus graves, on ne les aborde pas encore pour les 2 ans. Non, on leur laisse un peu de répit quand même. Un petit répit. On les laisse rêver, quoi. Voilà, encore quelques années. Donc, vous parliez avec ce livre qui d'ailleurs est très émouvant. C'est vrai que dans votre catalogue, il est rangé, donc si ma mémoire est bonne, il est accessible à partir d'un âge assez jeune. Dès la naissance, en fait. Hein. Voilà. Parce que c'est une petite. Et ce qui rythme cet album, c'est une petite berceuse qu'on chante dès les premiers jours, dès l'arrivée du bébé. Donc cette berceuse, elle va accompagner l'enfant depuis sa naissance jusqu'à ce que la maman ou le papa n'ait plus la force de la chanter. Donc ça va l'accompagner toute sa vie. Et ça va l'accompagner plus que toute sa vie, ça va accompagner la vie de son enfant à cet enfant-là, quand il aura lui-même un enfant, qu'il va chanter cette chanson. Donc il y a cette idée aussi de la transmission qui... Mais effectivement, on dit que c'est pour tous les petits parce que en tant que parent, on peut le lire dès la naissance d'un enfant qui, au début, comme toutes nos paroles, ne sont pas forcément claires, mais l'amour qui est transmis par cette lecture
par toute lecture, hein, d'ailleurs, il faut lire aux enfants, ça ce qui est reçu. Et puis quand l'enfant s'éveillera et qu'il commencera à accéder au vocabulaire, en plus des images, il en comprendra le sens. Et ça, effectivement, ça reste pour toute une vie. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aux grands comme aux petits. Oui, parce que pour un adulte, il est effectivement assez émouvant, je dois dire. Donc, vous parliez de la traduction, donc de l'adaptation import d'histoires qui sont déjà fortes, voire très présentes dans certains pays. Quels sont en fait les enjeux spécifiques, puisqu'il y a quand même des questions culturelles, des questions de référents qui se posent quand on importe, entre guillemets, un conte d'ailleurs. Comment est-ce que ça se passe quand une histoire vous parle à vous? Comment est-ce que vous pouvez savoir si elle va pas retrouver son public en France? Alors, effectivement, il y a quand même il y a plusieurs aspects. Bon, déjà, on revient toujours à la base, c'est-à-dire que soit on est ému par l'histoire, et Caroline et moi, ou par l'information qu'on nous donne à comprendre et qu'on n'a pas vu ailleurs, ou en tout cas pas traité de la même façon, soit on ne l'est pas. Donc ça, c'est la base pour tous nos livres. Ensuite, si on prend le cas de Je t'aimerai toujours, dans l'illustration américaine et canadienne, il y avait dans tous les exemples, donc c'est un enfant qui grandit, et en grandissant, il rend dingue sa mère pendant la journée, et la nuit, il est comme beaucoup d'enfants, absolument adorable en dormant, et on a tendance à oublier qu'il nous a rendu chef pendant la journée. Dans les illustrations américaines, il gonflait des énormes bulles de chewing-gum, il jouait au baseball, il faisait tout un tas de choses qui n'étaient pas du tout en lien avec notre quotidien ici en France ou même plus largement, je dirais, en Europe. Donc ça, si on n'avait pas eu la flexibilité d'en changer les illustrations, on n'aurait pas pu le publier parce que ça aurait été quelque chose qui serait passé à côté de par ces illustrations de notre public. Le texte reste très émouvant, les illustrations avaient leur charme, mais elles n'étaient pas en adéquation avec le marché. Donc ça, c'est un cas. Mais c'est un cas rare. La plupart du temps, les livres qui sont traduits sont un assemblage déjà fait. Donc texte et illustration ensemble, et on choisit de les publier ou de les publier ensemble. Et dans ces cas-là, voilà, ça revient vraiment à nos choix habituels, c'est-à-dire est-ce que c'est un livre nécessaire, est-ce que c'est un livre nécessaire dans notre marché. Oui, j'aurais tendance à dire que c'est plus simplement ça. Souvent, les livres qui sont offerts à la traduction aujourd'hui, comme économiquement, ça rend les choses plus faciles pour une maison d'édition d'arriver à faire traduire ces titres, ils sont quand même pas fabriqués pour ça, mais en tout cas, les éditeurs ont conscience quand même de ce qui peut être un frein à l'exportation d'un titre à l'étranger. Et on reçoit des projets où clairement les gens nous les proposent en disant on ne sait jamais, mais clairement soit tout le monde joue au cricket ou au baseball, soit des choses qui sont vraiment trop liées au pays seront forcément un frein. Après, il y a des histoires qui se passent dans un pays différent. Je pense à Henri la Liberté, qui est l'histoire d'un enfant qui grandit en esclavage aux États-Unis avant l'abolition de l'esclavage. Bon, ça se passe dans un autre pays, mais c'est un texte qui reste pertinent pour tout lecteur partout, parce que c'est une page d'histoire qu'il faut connaître. Oui. Et là, l'enjeu culturel n'est pas un frein, et justement ce qui l'enrichit. Oui, il y a une petite nuance entre les livres historiques où là, effectivement, où que ça se passe, c'est fait pour parler à tout le monde et ça doit parler à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Et les livres plus quotidiens, plus anodins, entre guillemets, sans que ce soit du tout péjoratif, mais qui racontent une histoire plus quotidienne, où là, les éléments culturels sont plus délicats. Oui. Et pourquoi, en fait, ce choix de traduire des histoires et contes d'autres pays? Quelle est la volonté éditoriale qui préside à cette option? Justement, je pense que ce qui est intéressant dans le fait d'importer ce type d'ouvrage, c'est qu'on n'est pas forcément les plus forts, nous, en tant qu'éditrice, pour faire ces livres-là. Donc, on trouve quelquefois ailleurs ce que nous, on serait moins apte à faire à développer dans notre catalogue. Par exemple, l'histoire d'Einstein, qui est très
qui est un titre, je montre juste comme ça, juste pour vous rappeler le visuel, mais donc Einstein, la façon dont c'est raconté en s'attachant à cet enfant qui va grandir, en montrant justement à quel point il est différent, à quel point il ne trouve pas sa place dans la société jusqu'à ce que son génie explose et que tout d'un coup il soit reconnu par le monde entier. Cette façon de l'aborder, voilà, c'est quelque chose qui nous a particulièrement touchés. Donc souvent, en fait, c'est un coup de cœur que l'on a avec un ouvrage et où on se dit, ben, finalement, il serait parfait dans notre catalogue, ce titre-là. Il faut savoir qu'Ilona aussi a une grande culture anglo-saxonne par son enfance, elle est bilingue et que du coup, elle a une vraie culture de la littérature anglo-saxonne, ce qui explique aussi que dans notre catalogue, beaucoup de traductions sont traduites de l'anglais. Et donc ça, c'est une sensibilité particulière qu'elle a de farfouiller dans les catalogues, notamment anglo-saxons, américains, et de trouver quelques pépites. Donc voilà, ce sont des vrais coups de cœur que l'on peut avoir, que l'on n'aurait pas forcément initié dans notre catalogue, ou finalement les textes que l'on nous envoie de la part d'auteurs français ont d'autres. C'est une autre façon en fait de raconter la vie et le monde. Donc voilà, ce sont des façons différentes d'appréhender le monde, et ce sont des façons qui se rejoignent dans la façon dont on veut nous de ce qu'on veut transmettre aux enfants. Je rajouterais de coller à cette réponse aussi. Ces projets-là qu'on édite, en fait, ils nous touchent et nous, on ne ferait pas mieux. On trouve qu'ils sont parfaits. C'est-à-dire que, sans manque d'humilité, mais on trouve qu'ils sont exactement tels qu'on les aurait souhaités si on avait pensé à les faire. Donc, pourquoi aller se dire, bah non, on va faire une version française de ce truc-là, si elle existe et qu'elle est très qualitative. Exactement comme elle devrait être. Donc, c'est pour ça, dans ces cas-là, on les intègre dans notre catalogue. Parfois, il y a des sujets dont on aimerait bien parler et on reçoit des projets soit français, soit étrangers sur ce sujet-là, et ils ne sont pas tels qu'on les fantasmerait. On ne se dit pas, tiens, on les a lus, c'est exactement ça. Mais dans ce cas-là, ils ne voient pas le jour chez nous. Donc, c'est vraiment, voilà, tout projet, quel qu'il soit, il a été édité si on considère être le mieux qu'on pourrait faire pour ce sujet-là ou pour cette histoire-là. Donc ça, c'est une première chose. Après, les traductions et les histoires d'ailleurs, ça rejoint notre côté humaniste. C'est-à-dire que l'ouverture au monde est quand même intégrale dans notre vision de ce qu'on souhaite pouvoir proposer à nos lecteurs. Et donc, d'éditer des livres venus d'ailleurs, ben, ça contribue à ça. Ça contribue à entendre d'autres voix, d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons de voir le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, grandissant, c'est par les livres que j'ai découvert le monde. Essentiellement, moi, j'ai eu la chance de voyager, mais je n'aurais pas pu voyager dans autant de pays que je ne l'ai fait par la lecture, et à travers le temps et à travers voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est un cadeau qu'on peut faire à travers les livres et c'est essentiel. Ouais. Et il y a aussi par moments aussi des rencontres comme pour Ruby Tête Haute. Donc Ruby Tête Haute, c'est l'histoire de cette petite fille qui a été une des premières enfants noires américaines à entrer dans une école de blancs à la fin de la ségrégation. Et c'est une de nos autrices, Irène Cohen-Janka, qui nous a parlé de ce projet qu'elle avait, ce coup de cœur qu'elle avait eu pour le tableau de Norman Rockwell, qui est un petit peu aux prémices en fait de cette histoire, qui a fait découvrir et basculer le destin de cette petite fille. Et donc, elle a écrit en fait l'histoire de cette petite fille, donc, qui était une histoire d'une petite américaine des années 60. Donc voilà, elle-même nous a emmené voyager aux États-Unis avec un immense talent. Le texte est extrêmement puissant et émouvant. Il est raconté par la voix de Ruby elle-même. Elle s'est mise dans la peau de cette petite fille de 6 ans, avec ses émotions, avec ses incompréhensions d'une enfant de 6 ans de l'époque, à qui on n'expliquait rien, qui a dû se débrouiller avec l'hostilité ambiante, les menaces et le désarroi, et qui a fait face à tout ça, qui a grandi avec ça, et qui est devenue, voilà, qui a pu surmonter cette épreuve-là. Et oui, typiquement, ce livre-là, moi, c'était une histoire que je connaissais donc de par mon côté effectivement plus anglo-saxon. Donc, Ruby, petite fille de 6 ans, est envoyée comme première élève noire dans une école à la
déségrégation aux États-Unis. On ne lui explique rien. Elle est confrontée à une hostilité énorme. Tous les parents retirent leurs enfants blancs de cette école et elle est seule en classe pendant 1 an. Parmi les levées de boucliers en faveur et en soutien de Ruby, effectivement, il y a Norman Rockwell qui réalise ce tableau qui est très connu et par lequel Irène Cohen-Janca nous fait pénétrer dans cette histoire. Donc ça, c'est une page d'histoire énorme. C'est une page d'histoire sur laquelle il y a aux États-Unis une quantité de livres qui ont été écrits. Mais cette fois-ci, il était intéressant que ça soit aussi retransmis par un auteur francophone et française qui pouvait, parce que le contexte est très différent éditorialement entre la France et les États-Unis là-dessus, et les livres américains présupposaient déjà une certaine connaissance d'un certain nombre de choses que n'ont pas forcément les enfants français. Et Irène, dans ses autres livres, Chez nous et ailleurs, a une extrême sensibilité à ce type d'histoire et le fait avec un énorme talent. Donc là, il était intéressant de ne pas traduire et de proposer un texte qui soit le nôtre. C'est effectivement, là, c'est un petit peu un autre versant de ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est justement trop de différences culturelles peuvent amener à quelques difficultés d'identification, etc. Mais un autre vécu aussi, puisqu'on connaît très mal l'histoire américaine, peut amener un enrichissement et justement une curiosité, une découverte. Tout à fait. Alors, par contre, c'est universel pour un enfant lecteur de ce livre d'arriver à avoir l'empathie pour ce personnage de Ruby et elle arrive à se projeter dans sa peau et de ce qu'elle a pu éventuellement vivre pendant cette année-là, ben, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre catalogue. C'est essentiel pour nous d'arriver par la lecture à créer de l'empathie dans nos lecteurs. L'empathie, c'est quelque chose dont on se rend compte dans le monde aujourd'hui, qui sont ultra connectés, ultra tout, qu'on a du mal à aider à développer. C'est pas quelque chose qui se développe spontanément. Soit dans l'environnement, on est en contact avec des situations et des adultes qui ont de l'empathie, qui sont capables de montrer une façon de vivre les choses, soit c'est pas le cas. Et c'est plus difficile alors d'arriver à ressentir ce sentiment qui est quand même essentiel pour le monde de demain. Parce que si on est de plus en plus derrière nos écrans, malheureusement chacun chez soi, si on n'arrive pas à ressentir de l'empathie, on va vers un monde qui est quand même beaucoup plus sombre. Oui, beaucoup plus froid. Et justement, le monde d'après, c'est la thématique, on va dire, qui s'est imposée au salon cette année. Comment est-ce que vous imaginez, vous, ce monde d'après expliqué aux enfants? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux enfants? Parce que nous, on n'est pas précalés, mais eux, ça ne doit pas être évident. J'espère. Bon, déjà, je pense qu'effectivement, les enfants ne se posent pas forcément les questions tout à fait comme nous. Je pense qu'aussi la question ne se pose pas de la même façon, malheureusement, et heureusement de sens pour tout le monde, selon le contexte familial et juste matériel dans lequel les gens vivent, ce monde d'aujourd'hui actuel et le monde éventuellement d'après. Par contre, moi, j'ose espérer que le monde d'après, ce qu'il y a de bon dans le monde d'aujourd'hui, de façon utopiste peut-être, sera renforcé et qu'on saura tirer non seulement les leçons économiques de ce moment, mais aussi des leçons humaines. Et qu'il y a des ajustements qui seront faits. Après, c'est certain que je pense que dans les prochaines 2 années ou plus, il va y avoir un ajustement dans nos interactions, ne serait-ce que nos interactions physiques, c'est-à-dire que les gestes de réconfort qu'on pourrait avoir vers quelqu'un d'un peu moins proche, on ne pourra pas juste tout simplement prendre quelqu'un dans les bras en disant ça va aller mon petit loup, parce qu'on n'est pas supposé s'approcher des autres si on veut les protéger. Ça, effectivement, je pense qu'il faudra mettre des mots, et il faut peut-être mettre des mots sur le fait que la façon d'être attentif aux autres ne se fait pas forcément de la même façon demain qu'elle ne se fait aujourd'hui, en tout cas pas forcément par un contexte physique. Et trouver d'autres façons d'avoir des gestes d'amour, tout simplement. Caroline, est-ce que vous avez quelque chose à J'espère juste qu'on arrivera à se serrer dans les bras les uns les autres dans pas trop longtemps, donc dans le monde d'après, voilà, que ça soit que tout ça finalement soit vite derrière nous.
Bah, écoute, on l'espère tous plus ou moins à des degrés. Mais bon, je vous remercie pour cet échange. Donc, c'était Caroline Drouot et Ilona Meyer, fondatrice et éditrice de la maison d'édition Les Éléphants.